En quoi c'est raciste? 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 En quoi c'est Victimisation de l'esclavage, c'est fini. Victimisation de l'esclavage, c'est fini. Black, blanc, beurre. L'esclavage, c'est fini. Victimisation de l'esclavage, c'est fini. Black, blanc, beurre. Liberté, égalité, fraternité. La Constitution, le mot race est effacé. Alors qu'aujourd'hui, être une personne LGBTQ+, s'avère aussi compliqué que d'être racisé, que se passe-t-il lorsque ces deux facteurs se croisent? Alors oui, vous me direz que la communauté LGBTQ+, est réputée pour être l'une des plus ouvertes, et pourtant on se rend compte que le drapeau arc-en-ciel a encore du mal à accepter toutes les couleurs. Well, je suis Noam, et aujourd'hui je m'infiltre dans la team de Jean-Victor et Camille pour parler racisé. Salut Jean-Victor, salut Camille. Hello. Vous allez bien? Oui, c'est très bien. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, moi je m'appelle Camille, j'ai 21 ans. Enfin, je m'intéresse beaucoup aux questions militantes depuis quelques années maintenant, que ce soit pour le racisme, la LGBT et toute autre lutte qui est en ce moment. Merci Camille. Jean-Victor? Je m'appelle Jean-Victor, j'ai 21 ans et je suis une personne queer racisée, donc qui m'intéresse aux questions de la lutte contre le racisme et les luttes LGBTQI+. Et vous êtes tous les deux amis, alors depuis l'enfance d'après Camille, depuis 2 mois d'après Jean-Victor. Alors... Non, en soi, en réalité, on s'est juste vus quelques fois quand on était aussi, mais juste on n'a pas trop de souvenirs. Il y a un peu trop de shade pour les premières minutes. Hein. J'aime pas trop ça. Ouais. Et vous parlez militantisme tous les deux? Oui, parce que majoritairement. beaucoup sur la question du racisme, parce qu'on est servi par le racisme, et aussi sur le LGBT. Ouais, et puis c'était drôle de se retrouver avec ça comme point commun, en plus, donc ça nous a tout de suite, maintenant on est comme QHMIS, comme on dit. D'accord, et du coup, dès que je vous ai proposé une liste de sujets possibles pour cet épisode, vous m'avez tout de suite dit le racisme. Alors, pourquoi c'était si important pour vous de parler du racisme aujourd'hui? Alors, c'était très important de parler du racisme, et notamment dans la communauté LGBT, parce que, en fait, comme le racisme c'est un système, on le retrouve dans tous les pans en fait, de la société, et on ignore souvent que dans des milieux qui sont pourtant militants pour les droits, etc., on retrouve encore ce racisme qui est présent, donc notamment dans la communauté LGBT. Je crois que Camille a tout dit, Jean-Victor. Oui, j'ai pas grand chose à rajouter, par le fait que oui, vu qu'en tant que personne concernée, j'imagine que c'est une des luttes qui nous concerne le plus, et qu'il y a vraiment ce besoin ce besoin de parler du racisme dans la communauté LGBTQI+, ou LGBT queer, qui est un sujet dont on parle vraiment pas assez en fait, et donc là c'est important de mettre la lumière sur ce sujet. Donc selon vous, en 2019, est-ce qu'il est plus compliqué d'être gay qu'être racisé? J'évite au maximum quand même de faire des hiérarchies entre les oppressions. Est-ce que c'est plus compliqué? Je sais pas, parce que je pense que vraiment les oppressions en fait elles s'accumulent, en fait elles se complètent. Donc c'est compliqué effectivement d'être gay toujours aujourd'hui en 2019, mais ça va être plus compliqué quand on est une personne racisée. Parce que, moi je vois vraiment toutes les oppressions, je vois pas trop en mode hiérarchie, mais plus en mode elles se superposent. Donc il n'y a pas vraiment... c'est plus dur d'être racisé que d'être gay. Aujourd'hui c'est dur d'être les deux en même temps, en 2019. En gros, il y a vraiment une sorte d'intersectionnalité dans les luttes. Donc c'est pas être gay ou être racisé, voilà, c'est être gay, racisé. Surtout nous trois autour de la table, j'imagine, étant les deux, je pense qu'on on ressent quand même un peu ces deux identités de nous, ces deux discriminations qu'on vit en fait au quotidien, ce qui fait que on subit bien peu une double discrimination. Et je pense que pour comme on parle de la communauté queer, moi je l'appelle queer ou LGBTQI+, peu importe, qui pour moi de toute façon est très raciste. En plus c'est vrai que c'est aussi dur moi personnellement, de vivre en tant que personne racisée dans une communauté comme ça qui nie son racisme,
qui n'en parlent pas et qui même dans les pires des cas ne l'assument pas et le tuent en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Parce qu'en fait, comme tu l'as dit, il y a une certaine réflexion où tout le monde pense que c'est soit t'es gay ou soit t'es racisé. Et ça, on le retrouve beaucoup dans la communauté LGBT. Soit t'es concerné par les luttes que LGBT, et du coup, ils nient tout le côté racisme, alors qu'ils le perpétuent aussi quand ce sont des personnes LGBT blanches. Elles perpétuent aussi ce racisme sur aussi les personnes LGBT racisées. Alors, mais elles réfléchissent trop en mode de tout rentre dans une case, t'es soit LGBT, soit tu subis les oppressions liées au milieu LGBT, ou soit tu subis le racisme alors que tu peux subir les deux. Et en plus, il y a aussi des problèmes de sexisme, etc. dans ce groupe LGBT. Et c'est qui il, elle, le nie? Qui le nie en fait, tout ça? Les blancs. Les blancs et les blanches. Les femmes, autant les femmes blanches que les oui, que les hommes. hommes. Enfin, vu qu'on est tous... Enfin, je parle dit on, mais j'imagine qu'on est tous les trois sur les réseaux sociaux, vu que c'est comme ça qu'on s'est trouvés. Mais moi, je remarque quand même que... qu'il y a quand même on va dire une différence entre les personnes, par exemple, gays blanches et les personnes gays racisées. Parce que j'ai un peu je suis par exemple plus de personnes racisées queer que de personnes blanches queer, et je vois quand même qu'il y a un certain décalage au niveau des vécus, et que ces personnes-là blanches donc ne se rendent pas forcément compte en fait des oppressions que nous on vit, vu qu'elles ne sont pas concernées. Et à partir de ce moment-là, quand tu n'es pas concerné, forcément ça va peut-être moins t'intéresser, tu vas moins ressentir le besoin de toute façon de t'informer sur le sujet, sachant que tu ne subis pas l'oppression. Et c'est là où je pense qu'il y a vraiment un gouffre en fait entre nous, et en plus que dans quand même les diverses associations LGBTQI+ à Paris, on va verser le thé, mais surtout l'Intérêt LGBT, qui est la grande association qui organise la Pride par exemple, qui est très rétractaire à la visibilité, où il y a très peu de racisés, ou alors il y en a mais plus pour la caution racisée, et qui en plus sont quand même très discriminatoires envers les personnes racisées. Tout comme par exemple j'ai une amie qui est travailleuse du sexe, et qui elle aussi avec son comité le Stras, qui ont beaucoup de mal aussi à se faire entendre auprès de l'intérêt LGBT. Donc il y a vraiment un problème de représentation en fait, finalement mais non seulement dans le milieu militant comme pas dans les grandes associations, ce qui pose un problème de visibilité. C'est où qu'on retrouve le plus de racisme dans la communauté gay? S'il y avait un sanctuaire du racisme... On n'ira pas, hein. En fait, le truc, c'est que moi, je le vois vraiment quand on a des discussions en fait, avec les personnes. En fait, ils envoient des... Enfin, ils répètent en fait les fantasmes qu'ont les racistes en fait, sur nous. Ça, on le retrouve aussi dans la communauté LGBT. Pour ma part, je suis pas lesbienne, je suis asexuelle, mais au niveau de mon orientation romantique, je suis autant attirée par les filles que par les gars. Mais je retrouve en fait ce fantasme... Comment expliquer? Un des clichés racistes qu'il y a sur les femmes noires, c'est qu'on est très... on aime le sexe et on est sauvage au lit. Ça, c'est ce qu'on nous renvoie tout le temps, et c'est ce qu'on m'a toujours renvoyé. Surtout quand je disais que j'étais antillaise, et qu'on a aussi cette image de quand t'es antillaise, tu adores le sexe. Mais étant asexuelle, c'est très compliqué. Et on a en fait, au sein même de la communauté LGBT, on nous renvoie en fait ces images en fait racistes. Et franchement, ça on peut le retrouver partout. Il n'y a pas vraiment de... Enfin, moi j'avais des amis qui me disaient que là ils étaient sur un site de rencontre gay, et qui recevaient des messages en disant « Ah non, mais moi je sors qu'avec les noirs, qui sont des grosses bites et tout. On a le droit de dire des gros mots comme ça. Bien sûr. Ah mais je cite. Il y a des guillemets. Oui, en vrai, voilà, comme on dit, le sanctuaire, les applications de rencontres, c'est quand même un gros sanctuaire du racisme. Mais encore une fois, sur Twitter, je suis quand même tombé plusieurs fois sur surtout dernièrement, des tweets de personnes blanches et gays, mais qui s'avèrent être homophobes. Oui, il peut y avoir de l'homophobie intériorisée, mais qui s'avère aussi être très raciste ou transphobe, grossophobe. Et donc voilà, encore une fois, que le milieu gay n'est pas du tout épargné des discriminations de la société en fait en général, et c'est encore plus grave parce qu'il devrait l'être, sauf que ça ne l'est pas, donc c'est même plus une communauté safe. Et je sais que personnellement, je me sens, actuellement parlant,
je me sens beaucoup plus en sécurité avec des personnes queer racisées que des personnes queer blanches. Ouais. Et ça se ressent dans mes fréquentations, dans mes nouvelles amitiés, dans les cercles aussi que je côtoie. Mais ouais, c'est ça, parce que on a envie aussi de parler de... Forcément, on va avoir dans notre entourage des personnes qui sont de la communauté LGBT parce qu'on veut partager des expériences qu'on a vécues avec ces personnes-là. Mais il y a une certaine limite quand elles sont blanches parce qu'elles connaissent qu'une partie en fait, des oppressions, vu qu'elles sont privilégiées par leur couleur de peau. Et du coup, quand on veut parler des oppressions qui mêlent à la fois une oppression liée au fait d'être LGBT et à la fois d'être racisé, bah là, la discussion, elle se ferme un peu. En soi, ils peuvent juste répondre « ok » ou « ben, je savais pas » ou alors ben, « j'entends ce que tu dis ». Ils peuvent pas partager ça avec nous et du coup, on n'a pas ce ressenti d'être... comment dire ? Quand on parle avec quelqu'un qui connaît nos mêmes oppressions, on sent que notre vécu est validé en fait et qu'on n'est pas... qu'on n'a pas... Tu peux avoir une discussion. Oui, c'est ça. Et C'est pas un mur. Et on se sent légitime en fait de parler de ça et de se dire que ce que j'ai vécu c'est pas bien et ça on peut pas le faire forcément. Donc. Parce qu'après il y a aussi le fait de... Les féministes le font souvent, je sais pas si dans la communauté queer ça se fait, mais les réunions en non-cité. En fait les gens qui sont contre ce mouvement disent souvent qu'on crée nous-mêmes nos cases et on s'enferme. Mais parfois il y a vraiment un réel besoin. Mais ça, oui, mais c'est nécessaire. Est-ce que c'est si mal que ça, genre de forcément vouloir se coller une étiquette ? En soi, on aimerait se dire, bah, je cherche pas forcément qui je suis, mais c'est pas possible en fait. Parce qu'ils me disent que c'est nous qui nous mettons dans les cases, mais moi j'ai plus l'impression que c'est la société qui force en fait. En fait, comme la société veut nous forcer à rentrer dans ses propres cases qu'elle a créées elle, et que nous on n'y rentre pas, bah on est obligé forcément de se dire bah moi je rentre pas dans cette case parce que je suis dans celle-ci en fait. Mais du coup c'est pas nous en soi qui créons ce... Donc est-ce que c'est pas d'inventer ces cases-là et ce qu'on fait finalement ? Parce que je pense que par l'expression entrer dans des cases, je trouve que c'est assez rassurant mine de rien parce que ça permet de se dire je suis par exemple comme ça, donc je peux retrouver des personnes qui sont aussi comme ça aussi. Après je pense que chacun est libre de faire ce qu'il ou ce qu'elle veut et je pense qu'il y a autant de personnes qui ont besoin de rentrer dans des cases ou de se coller des étiquettes, d'autres non, et c'est après vraiment chacun est libre de ce qu'il ou elle veut faire, ce dont a envie, mais que voilà, je pense que c'est quand même bien d'avoir ces supports là et d'avoir cette communauté où tu peux te dire j'ai cette communauté avec qui je me sens en sécurité, et encore une fois ce qui n'est malheureusement pas le cas avec la communauté queer en général. Ce discours de vous mettez dans des cases, c'est le discours pour en fait se dédouaner en tant qu'oppresseur et remettre la faute sur nous en tant qu'oppressés en disant que c'est votre faute si vous êtes oppressé parce que c'est vous qui vous mettez dans des cases et du coup ils se dédouanent et du coup c'est pas de leur faute alors que si, c'est vous les oppresseurs donc c'est à vous de faire changer en fait. C'est un discours de privilégié quand même. Oui, voilà, il y a que les privilégiés et puis encore une fois nous on va pas aller voir des personnes blanches en disant regarde toi tu ne traînes que avec des personnes blanches. C'est pas normal puisque ces personnes-là après vont te répondre oui mais moi je choisis mes amis pas pour leur couleur de peau et c'est vrai donc c'est quand il y a une certaine ironie mais eux ils se ressentent en fait ils se ressentent voilà. En tout cas quand t'es blanc tu ressens pas ce truc de te mettre dans cette case de je suis blanc parce que de toute façon t'es la norme. Oui. Donc, tu es de facto en fait dans cette case universelle donc c'est pour ça que pour eux ils ont l'impression de pas se mettre dans des cases mais en soi Puis il y a vraiment ce privilège en fait quand t'es blanc t'as le privilège de l'insouciance de ta couleur de peau et tu te vois pas entre blancs. Ils se voient, vu que c'est la norme, ils se voient en tant que personne mais pas entre blancs. Alors que nous par contre quand on se met en groupe, ça s'appelle, ils appellent ça du communautarisme mais je le vois quand on s'est vu d'ailleurs hier, quand on s'est promené dans les rues à Paris, il y a un moment il y avait un groupe de personnes asiatiques je crois qui sortaient du métro qui rentraient et je disais ça s'il y a des blancs qui passaient vont dire ce que tu dis c'est du communautarisme, pourquoi ils ou elles restent que entre eux mais encore ou entre elles et encore une fois il faut juste comprendre que c'est un besoin nécessaire et même urgent je pense vu la situation dans la société dans laquelle on vit et tout ce qui se passe en ce moment de se retrouver entre soi pour encore une fois se sentir en sécurité, ne pas se sentir regardé ou jugé, ne pas avoir à justifier en fait notre vécu et se sentir légitime d'être ce qu'on est et ça c'est épuisant quoi de toujours devoir faire ça donc c'est vrai que voilà pourquoi on reste entre nous quoi. Il y a vraiment besoin de représentation, on a besoin de se sentir représenté avec des personnalités, il n'y en a pas beaucoup de personnalités racisées, queer
En France? En France. Ah ouf, oulala. En France, je sais qu'il y a Kid Smile qui avait fait un Kid Smile. C'est qui? Kid Smile, Kid Smile, c'est un chanteur de house. Ok. Il fait un peu du voguing, je sais pas pourquoi c'est du voguing. Vous connaissez Kid Smile? Ah ok. Il a fait un peu le Stan. buzz ces derniers. D'accord. Bah alors, Jean-Victor. Mais on se le voguing, mais je le Quelqu'un de connecté comme toi, je pensais qu'il y avait Kid Smile. Tu as parlé d'hypersexualisation du corps de la femme antillaise notamment. Il y a de la aussi- femme noire. parce de la que femme c'est- noire, ouais. voilà. Il y a aussi une hypersexualisation du corps de la personne LGBTQ+, plus aussi. Ah, bah oui. Ah oui, Voilà. évidemment, Et, Oui. voilà. Et nous-mêmes, on s'est créé des cases, je pense, quand vous allez sur les sites de rencontres, vous allez voir des cases un peu du genre B, vous savez, les cases un peu minettes, ça. Oui, tout Ça, c'est un peu oui. les cases Ah, bah, de c'est personnes sûr. blanches, hein. Ouais. Et après, du coup, on a les cases où il y a les gens qui viennent et qui arrivent et qui te disent no asiates, no black. Oui, bah ça, Le du rebeu. racisme. Et ça, c'est du racisme affiché, Oui, assumé. oui. Bah c'est ça qui est grave. C'est qu'on arrive à un moment où les gens ils se cachent Mais- même plus de l'être. En plus, mais en soi, c'est hyper affiché, mais quand tu leur en parles, ils te disent que c'est une question de goût. Des préférences. Des Que préférences. des préférences, bien évidemment. Ouais. Bah surtout et encore une fois, comme tu as dit, dans tout ce qui est la question du fétichisme, hein, de toute façon d'une personne racisée ou pas dire la question du fétichisme, il y a toujours cette... c'est un mécanisme profondément raciste, sachant qu'une personne fétichiste, elle va renvoyer des fantasmes sur une personne qui n'est pas de la même couleur de peau que la sienne, mais ces fantasmes, oui, voilà, c'est vraiment En fait, raciste, c'est vrai. et c'est aussi très quand même... c'est un peu du post-colonialisme aussi, hein, avec tout ce qui est cette notion de Mais exotisme. je veux pas être pessimiste, hein, mais des fois, je me dis, quand je parle de personnes blanches, j'ai le choix entre ceux qui sont en mode pas de noir, pas d'asiatique, etc., ou ceux qui sont fétichistes. Qu'est-ce qui Et, est mieux entre la peste et le choléra? Alors, des fois, je me dis, c'est pas possible parce que moi, à chaque fois que je parle. Enfin, quand j'ai parlé avec une personne blanche qui était intéressée, par exemple, qui voulait sortir avec moi, en fait, au bout d'un moment, je me rendais compte que c'était vraiment du fétichisme. Et en fait, ce qu'elle regardait, c'était pas tant qui j'étais ou ce que je faisais dans la vie, c'était vraiment le fait que je suis exotique, etc. Et que j'allais la faire voyager, du coup, forcément. Ouais, Et... Qu'elle Ou nous alors- paye le voyage. Et c'est ça. Voilà, j'avais ça, ou alors carrément les autres personnes blanches ne calculaient pas parce que j'étais pas blanche. Donc, des fois, je me dis, on a... Est-ce qu'on doit sortir entre nous en fait? C'est ça. Enfin, moi je sais qu'il y avait eu ce débat qui était apparu dans ma télé avec des femmes racisées qui parlaient du fait de sortir avec des personnes blanches, avec une qui disait moi je ne me vois plus sortir avec une personne blanche. Et je me suis aussi interrogé un peu là-dessus, je me dis mais finalement est-ce que quand tu sors avec une personne blanche c'est pas... Enfin, il y a vraiment un enjeu derrière parce que tu dis que c'est vrai qu'une personne blanche, aussi déconstruite qu'elle le sera ou pas du tout, ça demandera quand même un travail de la déconstruire, de l'informer sur ces sujets-là. En plus, risquer qu'elle ait du fétichisme ou du racisme en elle, parce que, comme on dit, toutes les personnes blanches sont racistes. Bon, ça, c'est une phrase qui leur fait mal, mais il faut le dire. On va le dire, toutes les personnes blanches sont racistes. Ouais. Et c'est pas méchant, c'est juste que c'est un fait, parce que quand il y a une personne blanche qui n'a jamais vécu d'oppression liée à ta couleur de peau, vu qu'elle est la norme, et qu'on vit dans une société avec du racisme systémique, forcément tu vas Mais ça leur fait mal, mais avoir en des soi- injections en mais fait. ça, Et c'est c'est pas une partout. critique. Oui, mais ça, on peut le répéter pour toutes les oppressions. Tous Ah, mais les de toute blancs, façon, tous les blancs sont racistes. Ménard par trash, exemple, toutes ces tous les expressions-là. hétéros sont homophobes Ou ou tous les tous non-cis les sont cisgenres cisphobes. sont Ouais. transphobes, enfin, simple, et tous les validistes sont validistes. Enfin, on peut le répéter partout. Et c'est Ça vrai, leur fait mal, mais à un moment donné, on peut pas avancer si on ne prend pas en compte. ça demande vraiment une remise en question en fait. Et ça, c'est pour leur ego fragile comme du sucre au soleil, c'est dur. Et puis même nous, enfin, je veux dire, enfin, là on parle vraiment en tant que personnes qui ont à donner des leçons, mais même nous en tant que personnes racisées, même si on subit des oppressions, forcément, nous deux on est des hommes déjà, donc on mine de rien, on exerce quand même une oppression en tant qu'homme, par exemple sur les femmes dans la société patriarcale, et à ce moment-là, c'est à nous aussi encore de nous remettre en question. Il y a vraiment cette notion de se déconstruire c'est long, c'est dur, c'est compliqué, parfois c'est aussi exténuant, mine de rien, parce que ça te demande vraiment une démarche, mais c'est nécessaire. En tout cas, si tu veux être une personne tolérante et ne pas seulement avoir le blason ou qu'on te donne un cookie parce que voilà, là t'es la personne la plus woke de ton entourage, alors que non, c'est pas ça le but, c'est vraiment ta démarche à toi-même. Par rapport à tout ce qui est racisme anti-blanc, Il existe, il faut le dire, il existe. La LICRA. j'en perds On a mes des mots. pauvres, c'est
très dur d'être blanc aujourd'hui. On va retrouver des no black, no asiates, no rebeux, etc. Mais lorsqu'on on veut pas de blanc, par exemple, si quelqu'un a des préférences et veut pas de sortir avec des blancs, on va retrouver plutôt des only black, only ceci, mais je vais jamais voir no white sur les réseaux. Je sais pas si vous vous rendez compte. Oui, non, mais c'est vrai, mine de rien. Ouais. Donc en fait, lorsqu'on veut pas de blanc, on va plutôt préférer faire de la fétichisation et dire only ceci, only cela, pour éviter de justement contredire ou contre-attaquer les blancs. Et je trouve que c'est encore ce white privilege qui ne se voit pas sur les réseaux. Moi je me dis, déjà ça veut dire que la personne, elle met tous les noirs dans Le sac. Dans le même sac, et pour elle il y a un seul type de noir. Donc déjà ça commence très mal. C'est très grave. C'est aussi parce que c'est pas, moi je trouve pas que c'est s'immiscer dans sa vie sexuelle, mais il faut montrer aussi que c'est très raciste et très tout ça, en tout cas pour les noirs, tout ça vient de cette image qui a été construite du corps noir pendant l'esclavage et que ça continue juste pendant la colonisation, et ça vient de là en fait, tous ces fantasmes en fait, et c'est pour ça seulement qu'ils aiment que les noirs par exemple, parce qu'ils ont assimilé tout ce construit raciste qui vient de l'esclavage et de la colonisation. On sait très bien pourquoi ils aiment que les noirs, c'est toujours le même truc, et je trouve ça important de signifier à la personne que son mécanisme de pensée est très raciste et problématique. Le terme de s'immiscer dans la vie des gens, après je trouvais que c'est de s'immiscer à partir du moment où la personne elle le dit, parce que sur les tapis roulants elle le dit, elle dit de toute façon pas de noir, pas d'asiate, à partir du moment où la personne l'affiche, le revendique et même pire le dit oralement, il n'y a même plus question de s'immiscer, c'est elle qui le dit, c'est elle qui l'assume, c'est elle qui le revendique, et ça me fait penser à l'histoire de ce très cher Yann Mox qui avait dit il y a quelques mois, moi je ne sors qu'avec des femmes asiatiques et pas plus de 50 ans. Et là aussi ça pose beaucoup la question du il le dit, et je trouve à partir du moment où tu le dis c'est encore plus grave. Je ne dis pas que le penser et agir comme ça dans ta vie sexuelle c'est grave, mais en fait vraiment le dire c'est l'assumer, et c'est le dire en plus au monde, et dire ça donne, je trouve que ça leur donne une certaine légitimité en plus de le dire, parce que nous on sera là, on va les attaquer, on va leur dire c'est raciste de dire ça, mais je suis sûr qu'il y aura plein d'autres gens qui vont se dire si c'est la personne elle dit ça, moi je suis pareil, en fait je suis légitime de faire ça. Mais ça c'est aussi vraiment un privilège blanc, où Yann Moix il a eu cette possibilité de dire ouvertement qu'il ne sortait qu'avec des femmes asiatiques, en plus de la demande de 50 ans. Si une seule personne racisée avait dit moi je ne sors pas avec des blancs, Racisme anti-blanc, waouh, racisme anti-blanc, white racisme anti-blanc, waouh, racisme anti-blanc, white elle serait des larmes, alors tu virais, alors que lui il y a eu il peut se permettre comme ça parce qu'il est blanc et parce que c'est un homme en plus de ça, il peut se permettre de dire je ne sors qu'avec des femmes asiatiques, et tout le monde est là en disant non mais c'est une question de goût, alors que on sait aussi que c'est tout un construit sur la femme asiatique. Et en plus il dit je sors qu'avec des asiatiques, en mode c'est pareil, c'est le même principe de mettre tous les noirs dans le même sac. Je crois que dans son interview il avait dit quelque chose un peu aussi en mode moi je sors qu'avec elles parce que oui elles sont exotiques, il y a un certain... de toute façon il y a tout un fantasme encore une fois sur l'Asie comme tout ce fétichisme, mais après je sais que moi je ne suis pas une femme donc je ne vis pas je n'ai pas ce... c'est vrai que l'image en tout cas que j'entends par mes amis asiatiques femmes, c'est aussi le cliché de la femme soumise qui est très douce, qui oublie. Au niveau des hommes, en tout cas les hommes gays asiatiques, c'est un peu la même chose. Genre en mode l'homme asiatique ça sera toujours le passif, celui qui se fera toujours prendre, dans le sens propre comme au sens figuré, et c'est vraiment aussi ce côté-là finalement qui détend aussi. On peut aussi remarquer qu'il y a du racisme de personnes racisées envers d'autres personnes racisées. Ouais. C'est comme les personnes queer qui sont homophobes. Oui. Ah oui. De toute façon, il y a aussi du racisme au sein de la communauté racisée. Il faut le dire aussi. On sait que nos chers racisés arabes et asiatiques sont très négrophobes, par exemple. Il faut le dire, de toute façon. Mais c'est très ancré dans la société.
Il y a- qui sont négrophobes. Et il y a beaucoup d'Asiatiques qui votent Rassemblement National. Et pourquoi ils votent Rassemblement National? C'est parce qu'ils ont assimilé, ils se sont beaucoup quand même assimilés aux Blancs et ils ont, comme encore une fois, ils sont très racistes envers les personnes d'autres couleurs et donc ça pose vraiment un problème à ce niveau-là. Mais continue. Non mais voilà, bah, c'est tout, mais du coup il y a du racisme entre racisés, ça c'est sûr, hein, il y a pas... Même si on a dit oui, tous les blancs sont racistes, Oui, voilà, il n'y a ça. pas que les Ouais. blancs qui sont racistes, évidemment, il y a du racisme entre racisés, et il y a aussi du racisme intériorisé, Et ça, c'est important au sein à même préciser. d'une même communauté, Mm. genre que les noirs par exemple, il y a du racisme intériorisé. Mais ça c'est normal parce que c'est un système, donc à partir du moment où c'est un système, ça veut dire qu'on grandit avec. Donc on grandit avec ces idées racistes, et c'est à partir du moment où on commence à être éveillé sur la question qu'on se dit ah c'est pas normal que je pense ça. Mm. Mais il y a forcément une période où on répétait en fait ce qu'on nous apprenait, implicitement. Et puis aussi dans cette notion de racisme intériorisé, moi je sais qu'en grandissant, et puis on en a parlé ensemble, c'est que, ou en parlant avec toi, ou en parlant avec d'autres amis à moi racisés, on a aussi vécu cette chose étrange, qui est en grandissant de n'être attiré que par des personnes blanches. Je sais pas si t'as vécu ça, tu vois, Moi, être attiré que par des personnes blanches. en grandissant, où tu te disais, la personne blanche c'est la seule personne préférable avec qui sortir, avec qui avoir une relation, pas forcément sexuelle, hein, mais amoureuse, en mode c'est le Graal, c'est Ouais, c'est un peu la consécration. exactement, c'est cette ça, ambiance-là. voilà. The money is the pocket. Non, mais- Genre, inconsciemment, t'es attiré que par... Dans un premier temps, t'es attiré que par des personnes blanches, puisque en soi, tu vois que des couples avec des personnes blanches qui sont représentées à encore la une fois, télé ou dans les l'excès de médias. représentation C'est ça. est Et primordial quand là-dedans. c'est très rare, quand je regardais des séries ou des films, c'était très rare de Des voir racisés. de racisés, de personnes noires ensemble, ou alors c'était directement... en fait, on sentait que ça dérange, que c'est tout de suite genre trop communautaire pour eux. Je sais pas si c'est pas... moi, je sais que quand... Bon, alors au collège, tu me posais pas la question, mais quand j'étais au lycée et que je commençais à voir des copains, copines, etc., c'était très... et la première remarque que les blancs me faisaient, c'était « Ah, les noirs, les noirs, toi, la personne qui t'intéresse, genre... pourquoi, genre... Pourquoi? Ouais. Tu es déjà noir, genre pourquoi tu sors avec une personne noire, genre... Pourquoi t'accumules? Ouais, genre c'est pas logique. Et puis voilà, et puis la représentation de façon qu'on a, c'est forcément avec une personne blanche. Il y a au Bien sûr. moins un couple mixte maintenant dans toutes les pubs. Puis même dans les, comme tu dis, dans la représentation au niveau des séries, des films, quand même, je trouve que dernièrement, on a pu voir quand même que la majorité des couples queer, c'est que des blancs. Et je pense que là aussi, il est né une fétichisation des... Enfin moi j'ai ressenti ça, en tout cas j'ai vu ça, une fétichisation des gays et des couples gays blancs de toute façon, hein, par un public quand même, il faut le dire, un public mainstream. Et c'est vrai que je pense qu'aussi que les couples gays blancs c'est aussi mainstream, mais maintenant c'est vraiment un argument vendeur et que ça attire beaucoup. Et je dis ça vis-à-vis de la série par exemple Scam. Et que dernièrement il y a la saison, je sais plus 3 qui est sortie en France, avec la saison qui est concentrée sur 2 personnes blanches, gays. Et j'ai vu quand même sur les réseaux sociaux, quand même moi ça m'a gêné, hein, vraiment une fétichisation de ces 2 hommes ensemble. Déjà 2 hommes qui jouent des gays mais ils sont hétéros, ça me pose un problème, faut le dire. Surtout quand... Prenez des gays? Merde. Exactement. Surtout quand dans une des interviews, il y en a un qui dit ah oui, moi je pense que les personnes hétéros peuvent jouer des gays. Mais ça, peut-être qu'on en parlera après. Mais le fait que voilà, ce couple en tout cas, il a vraiment beaucoup tourné sur Twitter. Il y a eu beaucoup on va dire de pub. Enfin pour moi, je trouvais ça vraiment comme un argument marketing. Tout comme le film Call Me By Your Name, où les 2 personnes sont gays et blanches. Et bizarrement, je me dis, des films comme Moonlight, je sais pas si tu as vu Moonlight. Ouais, j'ai vu Moonlight. Tu as vu Moonlight? Alors moi, les films et les séries, Eh ben, j'en regarde pas trop, je suis désolée. on le regardera. Faudrait voir. Vraiment, Moonlight. c'est un très beau film, C'est mais c'est un film avec un casting entièrement noir Ouais. et qui se centre sur la vie et l'évolution d'un garçon. Donc ça se divise en 3 parties, genre enfance, adolescence et adulte, où l'enfant, l'homme qui devient est noir et gay et a une romance avec une personne noire. Évidemment, ce film, quand il est sorti en France, on n'en a pas entendu parler.
Pas du tout. Pas du tout. Aucune interview, aucune promo, alors que Call Me By Your Name, tout de suite, le film de blanc par excellence. Et là, mine de rien, on va venir me dire, j'en parlais des fois sur Twitter, et des gens venaient me dire en mode, oui mais tu sais, c'est pas comparable, c'est pas la même histoire. Mais non, genre, faut être honnête avec soi-même, c'est juste que c'est des gens, enfin, les gens sont racistes, et la société est raciste, et bien sûr qu'ils vont mettre en haut de l'affiche un film avec un casting entièrement blanc, puis un casting entièrement noir. Ils sont obligés de mettre à l'affiche des personnes de la communauté LGBT, ça va forcément être des blancs. C'est sûr. Et il y a valide, mince. Ah bah de toute façon. Et puis encore comme By Your Name, en plus il y avait cette question de différence d'âge entre les deux personnages qui a posé problème. Et c'est vrai que c'est quand même, pour moi c'est du fétichisme aussi de avoir de certaines personnes quand même d'être plus... Enfin, au plus fétichisme quand même, quand on voit quand même certaines réactions de la part de certaines personnes, c'était quand même vachement poussé avec quand même des fantasmes, des gens qui faisaient des montages assez explicites ou des fanfictions, et ça c'est le fétichisme. Et ça, que ça soit par des femmes que des hommes. Et donc pour en revenir à cette question de racisme intériorisé, quand nous on ne se voit pas représenté, bah ça pose un problème, parce qu'on se dit, la question de la représentation pour moi elle est simple, c'est à partir du moment où tu n'es pas représenté, que ce soit dans la sphère culturelle, publique, politique ou peu importe, tu te dis est-ce que moi je suis légitime de faire ça, est-ce que je suis légitime de vivre ça si on ne se voit pas en fait. Et puis il y a encore une autre chose auquel encore on avait parlé, vu qu'on parle beaucoup de ce sujet-là, on avait mentionné le fait que quand une personne racisée va devoir en faire plus pour être reconnue qu'une personne blanche, va devoir mettre plus les bouchées doubles. Et ça, on avait parlé de ça, et j'ai vu ça sur Twitter, d'ailleurs parce que Twitter c'est quand même un réseau social merveilleux, où il y avait eu cette confrontation entre guillemets entre deux artistes, parce que suite à la sortie du documentaire de Beyoncé, Homecoming, allez le regarder, allez le stan, et il y avait des gens qui avaient comparé en fait le show de Beyoncé et ce qu'elle avait fait à Ariana Grande, qui a elle fait la tête d'affiche de cette année. Et il y avait quand même beaucoup de gens qui avaient ça. Comment? Qui avait ça? Je ne sais plus, mais plein de gens qui ont un peu comparé les deux, que ce soit sur le côté salarial ou sur le côté performance, et des gens qui avaient dit que après moi honnêtement je ne me positionne pas vraiment pour cette question, parce que d'un côté je vois pas forcément l'intérêt de confronter deux artistes, surtout deux femmes ensemble, parce que déjà qu'elles sont en minorité, donc vaut mieux les encourager toutes les deux. Mais à partir du fait où on praise, comment on dirait ça en français, on admire peut-être, on glorifie voilà, plus une personne blanche plus facilement qu'une personne racisée, si la personne blanche fait en plus moins bien ou moins que la personne racisée. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. À part égale, la personne blanche sera plus glorifiée que la personne noire. Exactement. Si elles sont sur le même piédestal, au même niveau, la personne blanche va sur le dessus. Mais là, et ça on le revoit dans la communauté LGBT, si on a une personne LGBT racisée et une personne LGBT blanche, c'est la personne blanche qui va être privilégiée. Disons que moi, en tout cas, personnellement, les personnes qui m'inspirent dans leur lutte, dans leur combat, c'est quand même plus des personnes américaines ou anglaises qui, elles, sont plus engagées qu'en France, où je trouve qu'il y a quand même comme s'il y avait un tabou. On a Rokhaya Diallo. Et en plus, après, après on a des gens comme Rokhaya Diallo, Amandine Gay, Françoise Verger, mais elles sont moins exposées, quoi. En France, on a cette image d'universalisme, en fait, c'est pour ça que c'est plus compliqué, parce qu'il n'y en a pas dans les pays anglo-saxons, ou peut-être un peu moins, je sais pas, mais en tout cas en France, c'est tellement présent ce truc de on est tous pareils, que parler des différences, c'est trop. Faut pas. Il faut pas en tout cas, il faut pas en parler en dénonçant le mal. Et puis ça dérange. Voilà. Si tu en parles, c'est seulement en disant. Égalité. Comment? Nous on est tous en mode égalité. Oui, voilà, genre moi je suis pas comme ça, mais en soi, on est tous pareils, je m'assume comme je suis. C'est beaucoup ce discours de je m'assume comme je suis, donc du coup tout va bien. On ne voit pas la couleur, on voit la personne. Exactement. On voit la personne, on ne voit pas la couleur. La couleur, on la voit pas. C'est beaucoup plus compliqué, mais je trouve que la France, pour le coup, c'est quand même un pays très hypocrite, parce que pour un pays qui se revendique pays des droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité, toutes ces choses très belles sur papier mais qui finalement n'existent pas en société, je trouve que il y a vraiment une hypocrisie dans le sens où c'est un pays qui aime se prétendre avancer sur son temps et qui aime se prétendre tolérant, alors que dès qu'on va aborder des questions sur les discriminations ou même des questions sur, je sais pas, moi j'ai pensé à ça par exemple sur la légalisation du cannabis ou la prostitution. Là par contre, les portes se ferment, on dit non, on n'en parle pas parce que c'est trop tabou, et je pense qu'il y a un problème, et peut-être qu'aussi au niveau des personnes connues,
il y a peut-être cette pression qu'ils et elles ont de pas être trop engagés pour leur image, parce que ça pourrait, on ne sait pas, les décrédibiliser ou je ne sais quoi, et finalement les seules personnes engagées qu'on a, c'est des personnes comme Rokhaya Diallo ou Françoise Verger, Assa Traoré, toutes ces personnes-là, mais qui n'occupent pas la même place publique que des personnes comme Louane, comme Vianney, qui elles sont quand même beaucoup plus mainstream et qui privilégient d'une grande plateforme. Et je pense qu'il y a cette question de tabou et d'hypocrisie en fait. Une bonne personne blanche qui est alliée pour nos causes, elle ne parle pas à notre place, elle relie notre parole. Et le problème c'est qu'il y a beaucoup de personnes blanches que j'ai remarqué qui parlent à notre place et qui nous donnent pas notre visibilité en fait, qui vont dire, qui vont entendre des choses que nous on dit, elle va la prendre, la remanier à sa manière, et puis non seulement elle aura plus de reconnaissance parce qu'elle est blanche et plus de légitimité, et on va l'applaudir, mais par contre nous à côté, il n'y aura rien. Et ça, on voit comme ça partout, et il y a aussi cette question de redorer son blason. Ou est-ce que quand une personne blanche finalement se renseigne sur les discriminations et tout ça, est-ce qu'elle le fait parce qu'elle le fait pour elle-même et qu'elle veut vraiment se déconstruire, ou est-ce qu'elle le fait pour son blason et se donner bonne conscience et se dire moi je suis le ou la plus woke de mes copines. Et ça je pense que ça se ressent quand même énormément. Et puis il y a un gros problème, c'est que maintenant aussi à cause de ça, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes blanches qui nous demandent à nous de tout leur expliquer, de tout leur emmener sur un plateau en mode voilà ce que c'est les discriminations, voilà ce qu'il faut savoir et tout, mais sans qu'elle fasse la démarche, alors que c'est à elle de faire la démarche, de se renseigner. Ouais, ça y est aussi, cette question-là, elle est pas compliquée finalement, c'est que nous, autant je trouve qu'on peut... c'est des dires qui se retrouvent beaucoup dans le Twitter militant, où autant des fois on a le courage, la force et la possibilité d'expliquer à une personne blanche telle ou telle thématique que nous on vit en tant que personne opprimée, mais autant si on le veut pas, on a le droit. Et c'est notre légitimité de ne pas avoir expliqué. Et ça, ils ou elles ne comprennent pas. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé que des amis viennent me dire est-ce que tu peux m'expliquer ça, ou par DM des personnes que je ne connais pas, est-ce que tu peux m'expliquer ça, qu'est-ce que c'est. Autant des fois je le fais parce que j'ai l'énergie et la force de le faire, autant des fois je ne veux pas. Et c'est déjà arrivé que j'ai eu des retours de personnes qui me disaient oui mais tu sais si toi tu le fais pas ça va pas avancer. Et il y a vraiment aussi ce problème là d'injonction à la pédagogie qu'on n'a pas à faire. Et c'est ça. Et donc si des gens actuellement qui écoutent ce podcast sont issus de minorités, je trouve qu'il y a une chose qui est quand même vraiment bien à faire, et ce que je fais actuellement, c'est que si des personnes viennent te voir pour te poser des questions sur telle ou telle thématique que toi tu fais en tant que personne racisée ou autre, moi maintenant quand j'ai pas envie d'expliquer, j'envoie des liens, que ce soit des articles ou des vidéos, je dis moi j'explique pas mais si ça t'intéresse vraiment, on va regarder ça. Et puis mine de rien des fois, tu vois que la personne va pas regarder ou va pas écouter, et ça je trouve que c'est très malhonnête, mais ça prouve encore une fois que c'est vraiment pour le blason et pour la bonne conscience. Hein. Mais c'est déjà arrivé plein de fois. Dire au moins j'ai fait. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. J'ai posé la question, elle n'a pas répondu, son problème. Exactement, je peux continuer à être raciste dans mon coin, pas de soucis. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment un fait, parce que du coup, on se rend compte que déjà on est oppressé et on doit expliquer pourquoi on est oppressé. C'est ça. De toute façon, quand on voit les militants et les militants sur Twitter, c'est majoritairement. Enfin, moi, c'est les personnes que je suis, c'est des étudiants, des personnes plus ou moins jeunes, mais en tout cas, c'est pas notre travail. Donc, on prend notre temps pour expliquer, pour tweeter des choses instructives pour que les gens puissent se déconstruire. Bon, on n'est pas payé, on n'a rien derrière si ce n'est que notre satisfaction d'avoir beaucoup de visibilité ou d'avoir des bons retours, mais autrement on n'est pas rémunéré, et puis encore une fois ça demande une énergie physique et mentale considérable. Je trouve aussi que genre symboliquement c'est nous encore qui faisons l'effort, oui, c'est eux qui attendent, alors qu'ils pourraient faire aussi l'effort de se renseigner, enfin je veux dire nous même si c'est parce que on s'y intéresse parce qu'on le vit, on a fait aussi l'effort au final de se renseigner, d'utiliser les bons termes, etc. Parce qu'on a vu qu'on a aussi grandi dans ce système raciste, etc. Et donc on a aussi fait l'effort d'aller lire, d'aller écouter des podcasts, des trucs comme ça. Et là, genre symboliquement, c'est encore le fait que nous, on doit encore faire l'effort d'aller leur expliquer gentiment, le plus gentiment possible, sans l'accabler évidemment, sans dire oh mon Dieu, tu fais ça et tout. Avec des pincettes. Et voilà. Parce que bien évidemment, quand on ne les prend pas avec des pincettes, c'est Jean-Mi et Pimpi se vexent. Et ça,
Et ça, Oui, je pense que j'imagine qu'on a beaucoup vécu ça, le fait, moi je sais que on m'a déjà fait remarquer dans des personnes blanches, bien évidemment, Oui. Pimpi et Jean-Mi, m'ont déjà fait remarquer que ton discours il est un peu trop violent quand même. Moi je me suis senti un peu blessé par tes propos. Si tu tiens ça, ça va moins attirer les gens parce qu'ils se sentiront attaqués. Et j'ai déjà eu des propos comme ça. Et à un moment j'avais repris justement un gars cis blanc qui avait tweeté des larmes. Pourquoi dès qu'on est gay cis blanc on est des mauvaises personnes. Et j'avais pris mon temps, de mon énergie pour lui répondre, pour faire une réponse constructive. Et ce que cette personne a trouvé à me redire, c'est oui, merci, je suis d'accord avec toi. Mais par contre, je pense que c'est pas la bonne manière de militer. Et encore ça, c'est insupportable. Parce que déjà, toi, tu me dis comment moi je devrais militer sur une lutte que toi, tu n'as pas. Parce que nous, encore une fois, on n'a pas les mêmes combats dans la communauté queer comme beaucoup de personnes aimeraient. Donc tu viens remettre en question ma manière de militer. En plus de ça, tu dis c'est pas la bonne manière. Mais c'est quoi la bonne manière? Parce que, je trouve qu'il y a vraiment le... moi, de toute façon, je ne crois pas comment dire, à la non-violence. Moi, je ne suis pas du tout partisan de la non-violence. Pour moi, ça ne marche pas et c'est vraiment un privilège de blanc, la non-violence, de dire on va manifester, on va protester, mais en caressant l'État dans le sens du poil. Et pour moi, c'est vraiment une position privilégiée parce que s'il n'y a pas un minimum de violence, on va pas nous écouter, on va pas nous entendre et ça va pas faire bouger les choses et les gens vont pas se sentir dérangés. Et quand une personne ne se sent pas dérangée, elle va pas se remettre en question. Donc moi j'ai des idées de toute façon à partir de maintenant de plus prendre les gens avec des pincettes. Si j'ai envie de... Je vais pas insulter, hein, mais si j'ai envie d'être plus dur dans mes propos, je le serai et je vais pas m'excuser pour ça. Je choisis les gens à qui je veux expliquer et à qui je ne veux pas expliquer. Mais moi je choisis à qui j'explique et en fait aussi quel sujet j'aborde. Je sais qu'il y a toujours 2 sujets que j'aborde jamais et je préfère envoyer des liens pour expliquer. C'est pourquoi le racisme anti-blanc n'existe pas. Alors ça c'est... Parce que ça les met tellement mal que je préfère envoyer des liens et ils vont lire. Et l'appropriation culturelle aussi, c'est trop compliqué. Ça les 2 trucs, je me suis dit j'aborde jamais. Je préfère envoyer des liens, ils vont s'informer et ils comprendront pas, tant pis pour eux. Mais je fais pareil, je choisis aussi à qui je parle, de quel sujet aborder, à quel moment aussi. Et au moins, pour la santé mentale, mais oui, c'est beaucoup mieux. Et puis je pense que comme tu as dit, quand tu as passé toute l'après-midi à répondre à ces personnes-là, comme c'est épuisant, ça nous épuise. Et je pense qu'en tant que personne militante, après peu importe nos actions, mais que le principal c'est la santé mentale. Et c'est pas le thème du podcast, ça pourrait être un très bon thème, intéressant, la santé mentale en tant que personne militante, mais ça c'est primordial. Et ça je pense qu'il faut vraiment, c'est vraiment nécessaire, important de prendre soin de soi, de respirer un peu et donc de décider les personnes avec qui tu vas échanger, avec qui tu vas pas échanger, à qui tu vas donner ton temps. Est-ce que ça va être utile, est-ce que ça va pas l'être parce qu'on n'est pas des super-héros non plus, quoi. On est des personnes avec notre sensibilité et que des fois ça fatigue, ça fragilise et ça peut vraiment avoir un effet néfaste sur la santé. Et, je le vois moi quand je parlais des amis à moi militants ou quand on en a parlé nous deux, que des fois ça arrive à des moments t'as un burn-out en fait parce que c'est trop lourd et que tu peux t'oublier aussi en plus, tu t'oublies toi-même, tu oublies un peu tes passions, ta vie et ça vraiment ça peut vraiment le militantisme ça peut vraiment tout engloutir quoi. Donc, on peut devenir fou. Et c'est vrai que dans la communauté queer il y a vraiment comment on dirait une liaison un déni un déni voilà. Dans la communauté queer il y a vraiment un déni du racisme et c'est encore pire parce que je disais ça avec un ami. Alors, est-ce que je le pense réellement, je ne sais pas, un ami qui est gay, qui est blanc, et je disais mais finalement entre une personne blanche gay et entre une personne homophobe avec qui je me sens le plus en insécurité, parce que une personne homophobe, je sais qu'elle ne m'aime pas, c'est un fait. Mais une personne gay, blanche, je trouve que c'est pire, parce que logiquement on devrait se soutenir ensemble et qu'elle me soutient dans mes combats et moi de même, mais finalement ça ne se fait pas et elle est en plus raciste envers moi et c'est encore plus vicieux et ça m'énerve encore plus en fait parce que je me dis moi je suis là, je me bats pour tes droits à toi, mais toi par contre tu fais pas à mon égard. Mais même le milieu LGBT est devenu très blanc en fait, genre
Alors qu'ils savent même pas en fait qu'ils sont les premières personnes à avoir revendiqué ces droits dans la lutte LGBT, c'était des racisés. Et des personnes trans. Ouais, et du coup, et ça... La gratitude. Où elle est la gratitude? Et sauf qu'aujourd'hui, le LGBT est devenu très, très, très blanc. Et c'est eux qui sont sur le devant de la scène en fait pour parler de ce genre de questions. Et puis, une anecdote assez drôle, pas drôle du tout, mais qui appuie ce propos, c'est que c'était l'après de l'année dernière, je crois, à Paris, où il y avait le cortège de tête, c'était un cortège militant racisé. Et donc déjà, ce cortège, il n'a pas été approuvé par l'intérêt LGBT, donc eux, ils se sont mis derrière, parce qu'on n'approuve pas ça, on n'est pas pour ça. Et en plus de ça, ce qui était drôle, c'est que comme c'était un cortège en non-mixité, donc la non-mixité, peut-être pour ceux et celles qui ne savent pas, c'était un cortège racisé en non-mixité, donc pas de blancs dans le cortège, t'as quand même des blancs et des blanches qui ont l'audace d'aller dans le cortège, parce que bien sûr, il et elle voulaient être vus, et que des racisés leur ont dit bah non, c'est pas votre place, mais gentiment, et que ces personnes-là ont dit mais si, c'est notre place, et que là, bon, les racisés, ils ont simplement montré plus intransigeants, parce que non, vous n'avez pas compris, c'est pas votre place. Et qu'un ami à moi qui était là me racontait ça, un ami racisé, que une fille a pleuré et te dit oh pourquoi moi je ne peux pas aller là Parce qu'ils sont tellement partout que oui, ils sont pas à un endroit, c'est pas normal pour eux. Et que c'est quand même grave, et ça prouve quand même que la communauté LGBT est très raciste, et que même ils sont aussi fait insulter par des blancs et en mode pourquoi vous ramenez ça, blablabla. Enfin il y a vraiment aussi cette invisibilisation des luttes et ce déni, parce que eux et elles peuvent se le permettre vu qu'elles sont blanches, que nous on n'est pas, et c'est grave, et c'est très rageant en fait de voir que nous on se bat pour la communauté LGBT, mais qu'en fait eux ça seront les seuls, déjà eux et elles sont les seuls à bénéficier premièrement des droits pour lesquels on se bat, parce que nous bien évidemment on est plus en dessous qu'eux, et qu'en plus quand on ne reçoit pas leur soutien, des fois j'ai envie de me dire mais j'ai envie de me battre que pour moi et mes adultes racisés, mais pas vous en fait, parce que est-ce que vous le méritez même, est-ce que vous méritez que nous on milite pour vous, qu'on use notre énergie, notre mental, pour que par derrière il y a des gays blancs qui vont tweeter des les shintok, des trucs comme ça, ou qui vont tweeter des propos grossophobes. Donc mais moi c'est pour ça que j'essaye d'aller dans des milieux LGBT qui sont racisés en fait. Et donc c'est le petit moment pub où je sais qu'à Paris, j'ai écouté il n'y a pas longtemps, c'est pas longtemps que je suis à Paris, mais il y a une association LGBT, ça s'appelle les Divines LGBT, et donc c'est pour les afrodescendantes. Ouais. Donc voilà, donc ça j'aime bien, comme ça on sait qu'on sera entre nous et on pourra parler des problématiques qui nous touchent. Est-ce que vous auriez chacun une règle d'or? La non-mixité. La non-mixité, c'est la vie. Pour moi c'est très important en fait de se retrouver avec des personnes qui connaissent en fait ce qu'on vit en fait, avec qui on peut partager. Je pense que c'est le plus important. Et aussi de ne pas oublier que c'est pas parce qu'il y a des personnes qui subissent une oppression qu'elles peuvent comprendre toutes les autres oppressions. Ça c'est un Preach. Ah ouais, mais Phrase. parce que on pense souvent que c'est parce qu'ils subissent une oppression que du coup ils vont tout comprendre, et c'est faux, totalement faux. Comme tu l'as dit en plus, la déconstruction n'est jamais terminée. Donc voilà, pour moi ce serait ça. Quelque chose à dire sur le racisme? Est-ce que j'ai quelque chose à dire? Non, en fait si j'ai quelque chose à dire, c'est plutôt imaginons pour les personnes, je veux dire les personnes fraîchement queer, mais imaginons des personnes qui se recherchent encore, ou qui commencent à s'accepter, et qui sont queer et racisées. Parce que moi, quand je me suis complètement accepté en tant que personne queer, je me disais oui, la communauté LGBT ça va être trop bien, on va tous se donner la main et danser ensemble. Et parce qu'à ce moment-là, j'étais pas non plus militant, donc c'était vraiment cette notion d'acceptation. Et quand j'ai vu qu'elle était raciste, je me suis vraiment pris un mur en fait. Et j'ai dit si cette communauté dans laquelle je suis censé me sentir accueilli et accepté, si elle ne le fait pas, où je vais? Et c'est plutôt dire à toutes ces personnes qui peut-être ne se sentent pas à leur place dans cette communauté, de par en fait on dit le racisme, mais ça peut être la grossophobie, la transphobie et toutes ces discriminations,
c'est de leur dire qu'il y a des gens qui seront là pour eux et elles, qui sont là pour se battre pour leurs droits et qu'ils et elles ne seront jamais seuls. Et surtout par les réseaux sociaux que tu peux maintenant trouver des personnes qui sont dans le même cas que toi, qui subissent les mêmes discriminations et qui seront là pour te tendre les bras. Et pour en revenir à ce qu'a dit Camille, c'est vrai que les réunions en non-mixité, les conférences, les groupes de soutien, c'est primordial. Et moi, c'est vraiment, dans le cadre, de toute façon, ça a été dans le cadre de mon premier événement en non-mixité, qui était un nouvel an racisé en non-mixité, avec des personnes queer aussi, où je me suis senti pour la première fois accepté dans une communauté où je ne l'étais pas. Donc voilà, dire que oui, la communauté queer est raciste et n'est pas tolérante comme on aimerait le dire, mais qu'à côté, tu peux trouver des gens qui seront là pour toi. Et ça, je pense que c'est vraiment nécessaire de dire que tu n'es jamais seul, parce que la solitude, c'est le pire, c'est le vice. Et c'est... Merci Jean-Victor. C'était la team racisée aujourd'hui avec Jean-Victor et Camille. Merci de nous avoir écoutés. Oui, abonnez-vous au podcast, c'est ça. Donnez vos meilleurs likes. C'est ça, vos étoiles sur Apple Podcast. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. C'était la team, donc n'hésitez plus, rejoignez notre team. À très bientôt.